Eh bien, bonjour à toutes et à tous et ravi d'animer ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de regroupement de crédit, de technologie et de data, tous ensemble avec mes invités. Oui, parce qu'on va découvrir ensemble comment le marché du regroupement de crédit bénéficie aujourd'hui d'outils absolument formidables et fantastiques pour aider les acteurs dans leur quotidien. Les acteurs côté courtier, côté banque et aussi clients, comme nous allons le voir. Alors, 4 invités à mes côtés pour échanger sur tous ces sujets. Julien Wackenheim, qui est directeur commercial et du développement du CFSAL, filiale à 100% du Crédit Mutuel Arkea. Bonjour Julien. Bonjour Eric. Guillaume Rigaud, directeur financier de Creatis. Bonjour Guillaume. Bonjour Eric. Frédéric Granel, président de Finvens, acteur bien connu du marché du RAC en B2B et en B2C. Bonjour Frédéric. Bonjour Eric. Et enfin, Younes Bounif, qui est responsable produit chez Algone. Algone, qui est une fintech française spécialisée dans l'analyse de données bancaires au service du crédit. Alors, ensemble, nous allons parler donc d'open banking, d'OCR, etc. Mais avant toute chose, je propose de donner tout de suite la parole à Younes pour que tu nous décrives un petit peu à quoi correspondent tous ces termes, tous ces anglicismes finalement. Ok, donc l'open banking, en fait, concrètement, c'est la technologie qui permet à une personne de transférer ses données bancaires avec son consentement, bien sûr, à un organisme tiers de confiance qui va pouvoir capter ces données-là et éventuellement la partager avec un organisme de crédit ou un établissement de crédit ou un courtier, etc., pour pouvoir faire l'analyse de solvabilité derrière. Donc c'est vraiment la technologie qui permet ce partage-là de manière instantanée et sécurisée. C'est l'équivalent de transmettre ses relevés bancaires, sauf que c'est digital, c'est instantané, c'est sécurisé. Et en fait, c'est cadré par la DSP2, donc la directive sur des services de paiement, qui permet de mettre un cadre à tout ça et que ça soit bien évidemment sécurisé. Comment ça marche? Donc, un client final reçoit un lien ou clique sur un bouton dans un parcours digital, il donne son consentement, il choisit sa banque, il fait son authentification auprès de sa banque directement et donc on récupère la donnée bancaire, l'équivalent de relevé bancaire de manière structurée. Ça, c'est l'open banking. Okay. Et après, l'OCR, en fait, c'est l'acronyme de Optical Character Recognition. En gros, c'est la lecture optique. La reconnaissance de caractère. Voilà, reconnaissance de caractère à partir d'une image, d'un scan, d'un document. Donc, sous le terme, il y a plein de choses qui se cachent, plusieurs méthodes, plusieurs manières de faire, mais l'idée, c'est d'être en mesure de capter une information à partir d'un document, que ce soit un PDF natif ou pas, même si les méthodes peuvent changer, de récupérer cette donnée-là et de la structurer. Donc, ça peut être un avis d'imposition, ça peut être un relevé bancaire, ça peut être tout type de document. L'idée, c'est de capter cette donnée, de la structurer pour pouvoir l'enrichir derrière. Et donc, de nos jours, avec l'OCR plus les fonctionnalités IA, ce n'est pas juste on capte une information, mais on la traite différemment et on classifie le document. On ne traite pas de la même manière un relevé bancaire, un avis d'imposition. Voilà. Ou un avis d'imposition. Donc, c'est un peu les définitions des deux termes Open Banking et OCR. Super, merci beaucoup Younes. Ça permet comme ça d'être tous sur un pied d'égalité pour bien comprendre ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors Frédéric, je me tourne vers toi parce que tu es un acteur donc connu, reconnu du regroupement de crédit, du marché du regroupement de crédit. Et j'ai une question en fait, c'est qu'est-ce qui fait que ce marché est si différent des autres? Qu'est-ce qui fait qu'un dossier de RAC, eh bien ça ne va pas du tout se monter de la même manière, s'appréhender de la même manière qu'un dossier de crédit immobilier par exemple ou de prêt à la conso? Effectivement, c'est un marché qui est très particulier et qui a une certaine complexité. Tout d'abord, ça vient de la typologie client. C'est-à-dire que nos clients, par construction, ils ont déjà essayé des solutions de financement facilement accessibles. Généralement, ça n'a pas été possible. Et donc, par définition, on a des cas clients qui sont souvent compliqués. Il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Deuxièmement, avec ces clients-là, on va devoir rentrer pleinement dans leur intimité via l'analyse très très fine de leur comportement bancaire pour une raison assez simple qui est que les banques avec qui on travaille ne demandent pas de domiciliation. Et donc la contrepartie de ça, c'est que il faut être extrêmement précis dans l'analyse du dossier. Le corollaire, c'est qu'on va demander énormément de pièces à nos clients et donc le parcours avec le client peut être assez contraignant et assez long. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un produit sans garantie, ça peut être assez vite, on va dire 15 jours jusqu'à 1 mois et demi.
et sur un produit avec garantie hypothécaire, ça peut être entre 1 mois et demi et 3 mois. Donc, première raison, c'est ce côté, on va dire, la nature du client. Deuxième raison, c'est le côté, on va dire, des offres qui sont extrêmement peu flexibles finalement. C'est-à-dire que Les offres des banques, en fait. ouais, exactement, les offres des banques. C'est-à-dire qu'on va te demander un revenu minimum. Si te manque 10 euros, c'est KO. On va te demander un nombre de rejets maximum. Si tu en as un de plus, c'est KO. Donc c'est très figé. Il y a des calculs également qui peuvent être spécifiques d'une banque à l'autre. Comment je traite un abonnement retraite, ça va être différent. Comment je traite l'IR, ça va être différent. Donc il y a des méthodes de calcul différentes d'une banque à l'autre. Et puis encore une complexité, on a des règles d'octroi qui sont assez complexes. En interne, on a deux outils, on va dire. On a un outil historique qu'on appelle le Wikirag, donc une espèce de grand tableau Excel qui synthétise les différentes règles. On est à peu près à 6000 cases. 6000 cases quand tu croises Ouais. en fait toutes les offres Ouais, des différents à peu près établissements. 6000 cases. Ok. Et on a un outil plus moderne de simulation où là, on a à peu près 110 règles. D'accord. Voilà, pour donner un peu une idée de la complexité Ouais. à gérer. Ok. Voilà, donc c'est à la fois des clients très particuliers, Uh-huh. des produits assez rigides et assez complexes à manipuler. Ok. Très clair. Merci beaucoup, Frédéric. Tu parlais évidemment donc de la somme de documents en fait à Ouais. réunir. Ça fait partie aussi ça de la complexité du métier. Bien sûr, parce que on essaye d'apporter toutes les réponses à nos partenaires bancaires. Eux-mêmes ont des questions et donc il y a un jeu de questions-réponses quelque part. On demande des pièces complémentaires. Et donc nous, on comprend le client qui en a marre qu'on lui pose des questions ou on rentre dans son intimité. Et on comprend également la banque qui a envie de creuser. Et donc on est là pour justement faire le lien entre les deux parties. Entre les deux parties, bien sûr, ouais. Super. Merci beaucoup, Frédéric. Et avec ce que tu viens de nous expliquer, on comprend très clairement que le RAC, c'est un marché de spécialistes. Exactement. Spécialiste côté IOB, mais aussi côté banque. Et justement, Julien, je me tourne vers toi, parce que le CFCL s'intéresse bien sûr à ces sujets de tech, en fait, d'exploitation de la data, etc., etc. Et justement, forcément, côté banque, on devine le gain de temps, en fait, que l'on peut gagner en tant qu'analyste, en tant que preneur de risque, porteur de risque. On imagine tout ce gain de temps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Julien, justement? Oui, tout à fait. En fait, je vais commencer par faire un peu la transition oui. avec ce que vient de nous dit. expliquer Frédéric. Ouais. Exactement. CFCL accepte les JSON d'Open Banking depuis 2023. C'est quoi un JSON, Julien? Un JSON, c'est un format de fichier qui est standardisé et qui permet de lutter contre la fraude, mais je pense qu'on en parlera On en reparlera sans doute un peu plus un tard. peu plus en détail. Et qui fiabilise la data et qui est analysable de manière standardisée. Donc depuis 2023, JSON, Younes parlait de DSP2. Dans DSP2, il y a eu un grand changement, c'est aussi l'authentification in-app qui est capable, alors qu'avant on devait mettre son code par banque, etc. Ouais. Donc ça, c'est un gros changement de paradigme. Donc on était peut-être là un peu tôt en 2023. Avec DSP2, finalement, c'est une vraie opportunité pour les parcours courtiers ou banques pour onboarder plus facilement aussi les clients finaux. Donc, juste pour petite introduction sur cette thématique-là, donc 2023, et suite à DSP2, on a relancé le sujet JSON de manière un peu plus forte. Et effectivement, on est dans un monde industrialisé d'optimisation, de gain de temps, d'industrialisation. Et ça permet finalement d'aller plus vite pour analyser un dossier, que ce soit pour finalement le courtier ou pour le CFCL, parce qu'il y a une capacité finalement de prise de hauteur. On parlait de gain de temps. Quand les clients ont 5 comptes différents, il faut faire le rapprochement bancaire, vérifier toutes les datas, etc. Pointer les virements avec des JSON. Déjà, on identifie s'il en manque un de compte, par exemple. Et on a la capacité en seulement 30 secondes de voir finalement la situation des clients et si les normes du client et donc des banques sont respectées. Et il y a aussi une notion de prédictabilité. Il y a une vraie compétition aussi entre les courtiers ou les banques
c'est la capacité finalement d'être prédictif sur l'accord, parce qu'on veut tous des accords le plus rapidement possible. Ouais. Exactement, et ça permet d'éviter les allers-retours qui peuvent être faits entre le courtier et le partenaire bancaire, et finalement aller tous dans le même sens et accompagner in fine le client. Ok, très clair. Merci beaucoup, Julien. Je me tourne cette fois-ci vers Guillaume de Creatis. Quand nous avons préparé ce webinaire, tu as beaucoup insisté sur les sujets de réduction de la fraude grâce finalement à ces nouveaux outils qu'on a évoqués tout à l'heure en introduction. Donc réduction de la fraude, est-ce que tu peux nous expliquer en fait pourquoi? C'est un peu contre-intuitif. On peut prendre deux exemples. Si on prend le sujet d'Algon par exemple, Ouais. le fait de récupérer l'information bancaire directement depuis la banque, et ben en fait le client ne peut pas venir modifier son relevé de compte. Alors que lorsqu'il nous l'envoie sur format papier, avec un bon design, peut-être qu'il peut modifier tel montant et tel autre. Et en fait, ça nous arrive assez régulièrement, lorsque quelqu'un ne nous paye pas, de revenir sur ces documents au moment où on a fait l'octroi et nous rendre compte après coup que peut-être on aurait dû voir au moment de l'octroi quelque chose. Donc ça, par exemple, c'est un exemple. Et après, tout ce qui est lecture optique permet aussi de cadrer la machine et de pouvoir se dire, avec cette machine, sans aucun doute possible, ou presque sans aucun doute possible, que le document est valide. Parce qu'avec des contrôles dans tous les sens, par exemple la CNI, lorsqu'on fait une lecture optique de CNI, la machine va tout de suite contrôler les différents éléments. D'accord, ok. Donc cette technologie, elle aide aussi sur tout ce qui est législatif, respect de la réglementation, parce que la réglementation est très contraignante sur le domaine du crédit, encore plus sur le domaine du rachat de crédit. Et donc cette réglementation, à partir du moment où elle est cadrée grâce à la technologie, c'est une vraie aide. Et donc là, un exemple, la signature électronique qui est maintenant aujourd'hui totalement généralisée, on va dire. Ouais. Chez nous, ça a représenté, en fait, on renvoyait chez le client un contrat sur deux avant la signature électronique parce qu'il y avait un problème. Soit il n'y avait pas de signature, une erreur de paraphe, soit il n'y avait pas de paraphe, soit c'était mis en décalé, 1 sur 2. Et donc avec la signature électronique, il n'y a plus de renvoi. Ouais. Et donc c'est gigantesque. Ok. Donc on voit plutôt du positif depuis que nous parlons de ce sujet. Younes, en tout début de ce webinaire, tu nous as rappelé donc des définitions bien utiles pour comprendre le sujet. Est-ce qu'on peut, avec toi, rentrer un petit peu plus dans le détail pour voir ce que la techno, en fait, nous permet à tous, côté courtier, côté banque, ce que la techno nous permet de faire, en fait? Oui, tout à fait. Donc, il y a un certain nombre de bénéfices, un certain nombre de choses qu'on peut faire avec cette technologie. Je pense qu'on peut passer 2 heures ou 3 heures à en parler, mais je vais essayer d'être synthétique et concis là-dessus. Je ne vais pas revenir sur la fraude qui vient d'être évoquée. Donc, par exemple, l'open banking permet vraiment, c'est un anti-fraude par défaut. Donc ça, c'est très intéressant. Mais si je reviens sur les bénéfices un peu plus haut niveau, donc il y a clairement un gain de temps et de productivité. Et ça, c'est des choses qu'on nous a remontées directement en parlant avec les différents acteurs. Donc clairement, un dossier de RAC, c'est un dossier compliqué par défaut. Les gens ont plusieurs crédits, ils sont en majorité multibancarisés, etc. Donc il y a des tâches qu'on fait aujourd'hui ou qu'un conseiller fait aujourd'hui qui n'ont pas forcément une grande valeur ajoutée, mais qu'il faut quand même faire. Tout le pointage des transactions. Donc, ça fait partie du job. Ça fait partie du job. Ouais. Donc, du coup, il faut le faire. Il faut aller voir les virements compte à compte. Il faut vérifier les frais bancaires. Il faut vérifier un certain nombre de choses, les crédits qui sont en cours. Et ça peut prendre sur une étude de dossier 30 minutes. Sur un dossier complexe, 45 minutes. Avec la technologie, on parle de quelques secondes à quelques minutes. C'est-à-dire que les indicateurs sont prêts, les comptes à compte, les virements compte à compte sont vérifiés automatiquement, etc., en instantané. Et donc, le conseiller n'a qu'à passer du temps de qualité pour l'étude du dossier en quelques minutes pour savoir si le dossier il est bon ou pas. Et encore plus loin, c'est sur les dossiers non finançables où il y a un gain de temps et de productivité qui est énorme. Parce qu'il y a des dossiers, je pense que les personnes ici présentes peuvent confirmer, il y a des dossiers qu'on met, il faut des jours, voire des semaines à compléter le dossier, à relancer le client, à lui envoyer des emails, il y a une page qui manque, etc., pour au final se rendre compte que le dossier, il passe pas, il n'est pas finançable, ou
en tout cas pas finançables maintenant, En l'état. en l'état. Et donc, avec l'open banking ou avec l'OCR, du moment qu'on a la donnée, les algos vont passer et vont dire directement ce dossier n'est pas finançable. Et donc, les acteurs peuvent passer beaucoup de temps et du temps de qualité sur plutôt les bons dossiers et les dossiers finançables. Donc ça, c'est le premier bénéfice en termes de gain de temps. Très rapidement, un deuxième intérêt, une deuxième chose qu'apporte la technologie et surtout l'open banking, c'est la mise à jour, ce qu'on appelle le refresh, donc la capacité de mettre à jour un dossier pendant 180 jours post-consentement du client. Un cas typique, un client qui se présente aujourd'hui, il a un dossier qui n'est pas finançable là tout de suite parce qu'il a des dépenses exceptionnelles, départ en vacances ou des choses comme ça, donc ça impacte le solde bancaire ou la balance. Et donc, il peut être finançable dans un mois avec le bon coaching, etc. Donc, typiquement aujourd'hui, on vous recontacte dans un mois et puis vous nous renvoyez les documents et je refais toute l'étude. Avec l'open banking, le consentement qui est donné par le client final, il est valable 180 jours. Donc, le courtier, par exemple, ou le financeur, si c'est en direct, ça peut être au bout d'un mois, je clique sur un bouton où je fais un refresh via API et j'ai une actualisation de la situation de la personne avec les nouvelles données du mois précédent. Et donc, je ne passe pas du temps à aller chercher des documents, etc. C'est vraiment quelque chose qui est permis grâce à l'open banking et à la DSP2. Et puis, dernier point, avec la technologie et justement la complémentarité de l'open banking et de l'OCR, aujourd'hui, c'est un fait. Tout le monde ne passe pas par l'open banking et en même temps, tout le monde ne passe pas par l'OCR. Mais avec le mix des deux, il y a une solution qui permet à tout acteur quasiment de faire 100% des flux. Donc, les personnes qui vont opter pour l'open banking avec tout l'intérêt que ça a, on automatise et on va plus vite. Et puis, les gens qui vont envoyer aussi des documents, qu'ils soient natifs ou pas, que le document soit annoté ou pas, parce que la technologie aujourd'hui, notamment celle que propose Algon, elle permet aussi d'extraire de la donnée à partir de documents qui sont annotés. Et les annotations peuvent aussi contenir des informations intéressantes et importantes. Et donc, quel que soit le client, quelle que soit la source de données, open banking ou PDF, OCR, etc., on est capable de couvrir 100% des cas de demande de crédit. OK. Voilà. Très bien, très clair, Younes. Et simplement, je m'interroge, comment vous restituez en fait l'analyse de toutes ces dizaines, centaines de données peut-être que tu recueilles Alors, nous, on est un acteur technologique, donc il y a plein de manières de restituer l'information. Il y a, on va dire, une façon un peu plus intégrée, plus informatique. Julien en a parlé, donc le fait de récupérer la réponse en JSON par exemple, et puis eux, ils intègrent dans leur système d'information avec leurs règles, etc. Ça, c'est une possibilité, donc une intégration API. On peut aussi restituer dans un dashboard qui est visuel, et ça, c'est vraiment sur étagère, donc il n'y a pas d'effort ou de ressources à mettre en place pour aller intégrer ça. C'est-à-dire qu'un lien part, le client final fait une agrégation, et puis tout est restitué de manière très visuelle pour que le conseiller n'ait qu'à se connecter sur cet outil-là, qu'on appelle dashboard, pour pouvoir aller vérifier un certain nombre de critères et se prononcer ou prendre une décision sur la demande de financement. OK. Par exemple, la balance bancaire, enfin, tous ces critères d'analyse assez techniques dans le RAC, c'est quelque chose que l'outil est capable de faire. Exactement. Donc, nous, on a un outil dashboard RAC. En fait, ce n'est pas un outil qui sert à autre chose et qui a été recyclé pour le RAC. C'est vraiment pour pensé pour le dédié RAC. et pensé de zéro. Ça fait quelques années qu'on travaille sur le sujet. Et donc, vraiment, la restitution, elle est pour les analystes, les conseillers du RAC. Donc, on retrouve toutes les informations qu'ils ont besoin de vérifier, de la balance bancaire, de tout ce qu'on appelle les red flags ou les indicateurs de risque, les rejets de paiement, les rejets sur mensualité de crédit. Donc tout ça est synthétisé. Donc on peut le récupérer par API et donc on en fait un traitement informatique comme on peut le voir directement sur ce qu'on appelle des widgets directement sur le dashboard. Sur le dashboard, oui. Exactement. OK. Merci beaucoup, Younes. Ouais. Je me tourne vers toi, Frédéric, parce que je sais qu'il y a quelques temps, vous avez lancé un très, très gros chantier chez toi, le chantier de l'OCR. Raconte-nous. Ouais, alors c'est un grand chantier de transformation de l'entreprise et des outils. Pas que l'OCR d'ailleurs, il y a de l'OCR, il y a de l'IA, il y a de l'open banking, il y a un certain nombre de choses. Je vais donner quelques exemples pour que tu comprennes. Donc, par exemple, pendant la découverte. Donc c'est souvent une personne qui se fait par téléphone. On a développé un outil qui permet aux managers non pas de passer 20 minutes à écouter une conversation
d'un collaborateur avec un client, mais voilà, c'est un outil développé avec l'IA qui permet justement de, une fois qu'on a sélectionné 10 conversations, l'outil va lire ces conversations et faire ensuite une restitution avec des points de force, des points d'amélioration, des propositions d'action. Et ensuite, le manager, il se l'approprie, il s'approprie cela, il vérifie ce qu'il doit vérifier et ça lui fait gagner énormément de temps pour ensuite apporter du coaching à son collaborateur. Okay. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, sur la notion d'éligibilité. Donc là, comme je vous disais, on a toute une complexité, à la fois dans les calculs, dans les règles, etc. On s'est attaché à développer un outil qui est basé sur IA, qui a plusieurs vertus. Première vertu, c'est que la mise à jour des normes se fait de façon extrêmement simple. C'est-à-dire que si demain, Monsieur Créatis me dit voilà, sur tel produit, on a ajusté ci, on a ajusté ça, pas de problème, je n'ai pas des champs à aller créer avec des nouveaux calculs dans mon outil. Hop, je change mon prompt et de façon très facile, ça se met à jour, y compris des normes qui peuvent être assez complexes. D'accord. L'autre vertu, c'est une vertu, on va dire, d'amélioration continue, de formation continue de nos collaborateurs, parce que lorsque l'outil retourne un avis sur une faisabilité, il explique son cheminement, les calculs qu'il a fait, et puis là où il pense qu'il y a un problème ou pas. Donc ça, c'est pour la partie éligibilité. Ensuite, un autre exemple sur la collecte de pièces. On reçoit des pièces ou bien via email ou bien via l'espace client. Donc là, on a développé un outil avec de l'IA également qui permet, on va dire, d'extraire automatiquement les pièces, d'identifier, puis un PDF avec 17 pages. Et, voilà, la page 3, c'est une CNI, la page 5, c'est autre chose. C'est autre chose, voilà, donc ça redécoupe tout ça, ça les classe proprement dans notre GED. Donc c'est un gain de temps assez important pour les équipes. Et puis ensuite, dans la phase d'analyse, effectivement, on a développé un outil qui mêle plusieurs technos, notamment, donc on va dire qu'on est très la plupart des choses se basent sur un OCR qu'on a monté, qui nous permet donc Quand tu dis qu'on a monté, c'est-à-dire développer vraiment en interne, en fait. Alors, ou pour partie en tout cas. L'OCR en lui-même, c'est un outil de marché, mais ensuite la façon dont on l'utilise, c'est très spécifique. Ouais. C'est très spécifique, et la complexité vient aussi, justement, c'est ce que disait Younes, c'est que c'est une chose de remonter des informations et de les avoir sur un dashboard, c'est beaucoup plus complexe de l'injecter dans le CRM. Et ouais. Et c'est là où il y a de la valeur. Bien sûr, et c'est là où il faut investir pas mal de temps. Et donc l'outil qu'on a développé permet, par exemple, donc quand on voit un justificatif de crédit, ça permet de renseigner automatiquement tous les éléments du crédit. Quand sur un dossier, il peut y avoir 17 crédits, on imagine le gain de temps. Donc on va pouvoir lire en automatique et injecter dans le CRM les données de crédit, les données de revenus, les données d'identité, et puis également un gros travail sur le relevé de compte, où effectivement on océrise les relevés. On fait un test de cohérence qui est très important. On va calculer la différence entre le solde de fin et le solde de début. Du début du relevé suivant. On calcule la somme des transactions et on vérifie que ça matche. Okay. Ce qui nous permet de dire que sur des relevés natifs, on est à peu près à 98% de taux de réussite. Et sur des relevés qu'on a scannés, on est à peu près à 93-94%. Okay. Donc on arrive à des très bons résultats. Et ça, je ne vous cache pas que c'était assez long. Hein. On a dû faire, je crois, on a dû tester 45 modèles. Avant de trouver le bon. Ouais. Quand tu dis relevé natif, c'est les relevés directement téléchargés de l'espace client auprès de la banque. Quoi, okay. Donc voilà. Et donc là, aujourd'hui, on est essentiellement sur une technologie d'OCR et on a conçu l'outil. Donc on est client Algone depuis quelques mois et on a conçu l'outil pour être alimenté de façon neutre, ou bien par OCR ou bien par Open Banking. Okay. Voilà, parce qu'effectivement, au final, c'est le client qui décide. Si le client il est mature pour l'Open Banking, c'est super. Si le client il préfère nous envoyer par mail service bancaire, c'est super aussi. Dans tous les cas de figure, voilà, on récupère l'information et on la traite et on en reçoit les mêmes choses, c'est-à-dire à la fois des alertes, des tableaux de bord et puis une injection dans notre outil. Super. Et comment on réagit les collaborateurs justement chez toi il y a eu tous ces développements, l'arrivée de tous ces nouveaux outils? De façon très positive. Ouais. Parce que
ils comprennent bien pourquoi et dans quelle démarche on fait ça. Après, il faut bien prendre en compte, nous, en tout cas moi à titre personnel, je n'avais pas forcément bien appréhendé la chose, c'est-à-dire que je m'étais imaginé qu'avec ces outils-là qu'on met à disposition, de facto, on allait gagner du temps, de la réactivité, de l'efficacité. Oui, que ça allait être instantané, on va dire. Exactement, Ok. voilà, et naturel. Ouais. En fait, c'est plus compliqué que ça. Les gains ne viennent pas de l'outil, ils viennent de l'outil si on change les façons de travailler. Et si on garde les mêmes façons de travailler avec le nouvel outil, en fait, on ne va pas gagner du temps, voire même on va en perdre. Eh ouais. Et donc c'est là où il y a la difficulté, c'est là où il faut ce qu'on appelle la conduite du changement, c'est-à-dire qu'il faut que les collaborateurs, certains ont beaucoup d'expérience, certains sont chez nous depuis 5, 10, 15 ans, travaillent très bien depuis 5, 10, 15 ans, et on va essayer de les emmener vers d'autres façons de travailler qui vont leur permettre de gagner du temps. Mais l'outil tout seul ne fait pas gagner du temps, c'est l'outil avec des nouvelles façons de travailler. Ok, très clair. Guillaume, côté banque, est-ce que tu as observé aussi ces mêmes sujets de conduite du changement? Exactement, c'est primordial. En fait, Ouais. il faut absolument une bonne préparation. Il faut que le système soit opérationnel dans une très belle phase, puisque sinon le conseiller il a tendance à reprendre ses habitudes d'avant en disant la nouvelle technologie m'apporte rien finalement, Ouais. ou alors il y a trop de bugs. Et donc, je préfère revenir, je je perds du temps, etc. Ok. Et après, rattraper le coup en un deuxième temps, c'est beaucoup plus compliqué. L'autre chose qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que toute nouvelle technologie qui est bien acceptée par les conseillers va faciliter la technologie d'après. Et donc, si ça s'est bien passé une première fois, le temps 2 sera facilité, le temps 3. Ouais. Nous, aujourd'hui, on pense chez Creatis, on mesure tous les ans un peu la satisfaction au niveau de nos collaborateurs. Et on pense aujourd'hui qu'on a réussi à transformer un peu la crainte qu'évoquait un peu Frédéric sur tout nouvel outil, qu'est-ce que ça veut dire, etc., en une certaine forme d'impatience, surtout quand on est en forme de test. Ouais. Puisque en fait, les conseillers qui commencent à essayer un nouveau système et qui trouvent ça super, les autres se disent bah ouais, mais moi, quand est-ce que j'en profite? Quand est-ce que je vais pouvoir l'utiliser à mon tour? Exactement. Donc, et là, je pense qu'on a gagné quand on a réussi à faire ça. Quand on en est là, ouais. Ok, merci. Frédéric, je reviens vers toi parce que c'est vrai que là, on a parlé côté banque avec Guillaume, l'appropriation de ces nouveaux outils. Tu nous as parlé aussi côté collaborateur, mais côté client, comment réagit un client quand on lui dit tiens, je vous envoie un SMS et ça va me donner accès à vos comptes? Alors déjà, on n'a pas un client, on n'a que des clients différents. Donc, c'est ce que tu rappelais tout à l'heure. Il faut faire attention à ne pas généraliser. Et on a effectivement tous les comportements. On a des clients qui mettent leur pouce sur leur téléphone et qui réalisent l'agrégation d'open banking dans la foulée du formulaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on leur a même pas parlé au téléphone. Que tout de suite, ils sont prêts. Ils s'engagent dans le parcours. Et puis à contrario, on a des clients qui sont assez réticents. Il y a encore une certaine forme de frilosité. Étant entendu que ces sujets-là, ça bouge extrêmement vite. Et plus on a l'habitude de payer avec le téléphone, etc., plus évidemment les clients vont évoluer. Donc aujourd'hui, c'est assez étonnant. On a vraiment des comportements depuis extrêmement réactifs sur le même côté à lui demander. D'autres, il faut accompagner par téléphone, rassurer, expliquer, le faire en même temps qu'eux. Et d'autres qui sont encore un petit peu réticents. Ok. Merci Frédéric. Julien, tu le disais tout à l'heure, le CFCL, c'est depuis 2023, c'est ça? Ouais. Vous avez commencé justement à recourir à ces sujets d'outils JSON et Open Banking, etc. Est-ce que tu as, je sais pas, un peu de recul finalement sur cette utilisation? En fait, je le rappelais, on est une banque 100% intermédiaire comme Creatis, en partie, parce que Creatis fait un peu de direct, mais le conduite du changement, elle doit être finalement du marché pour finalement que le travail des courtiers d'agrégation sur le JSON, par exemple, soit accepté aussi par l'ensemble des partenaires bancaires. Un des exemples, c'est si Frédéric dit ce serait bien de faire l'agrégation, qui ait la capacité d'envoyer à n'importe quel partenaire bancaire, prioritairement à CFCL ou Creatis, bien entendu, mais voilà, c'est ça aussi, ça va faciliter aussi la conduite du changement des équipes des courtiers le jour où l'ensemble de la place pourra aussi accepter... Je suis d'accord avec ce que dit Julien, c'est-à-dire qu'il faut que les courtiers et les banques avancent en même temps. Ouais. Si toutes les banques se disent « Ok, on est prêt », mais que les courtiers n'y vont pas, ça ne marchera pas. Bien sûr. Les courtiers Et y inversement, vont, mais qu'il n'y a que deux banques
qui acceptent les gens certifiés, ça ne marchera pas non plus parce que les collaborateurs vont dire bah oui, il est gentil, mais moi je ne sais pas à l'avance chez qui je vais envoyer le dossier. Et donc, Et après, comme ça fait aussi la transition avec Younes, c'est que il y a aussi la capacité de reconstituer des relevés de compte par Algone. Donc, potentiellement, des banques qui ne sont pas encore techniquement prêts à intégrer d'un point de vue informatique pourraient avoir juste les comptes reconstitués, voilà, qui sont 100% reconstitués par rapport au JSON, pour accompagner finalement les banquiers qui ont besoin encore de faire de rapprochements manuels, qui n'auraient pas encore entamé cette transformation. Donc ça, c'est important. Autre élément, je pense aussi pour la conduite du changement, c'est qu'il y a du conduite du changement en fonction des réseaux de distribution, parce qu'en plus, il y a différents canaux chez nos amis de Finvens, que ce soit du web ou du MIOB. Et en fait, le MIOB qui est plutôt aussi sur le terrain, ça aussi, ça rassure finalement les MIOB aussi de pouvoir utiliser et éviter de se déplacer 1 heure. de retourner une deuxième ou une troisième fois chez le client. Oui. Effectivement, c'est-à-dire qu'avant de peut-être se déplacer d'1 heure, si l'agrégation même est faite à distance, parce qu'on a souvent le cas du client qui dit bah non, je n'ai pas de rejet, non, tout va bien, je n'ai qu'un compte, etc. Et finalement, sur place, le client fait la démarche et finalement le dossier est KO. On parlait du sujet du refus. Et ce que tu demandais, c'est notre recul, c'est que finalement le taux de transformation quand on a un JSON, il est beaucoup plus fort parce que finalement on a la carte d'identité de l'emprunteur directement et on peut quasiment pas se tromper. Voilà. Okay. Donc c'est ça cette thématique-là. Et on priorise finalement ces dossiers. Donc pour aider aussi au changement chez nous, c'est que tous les dossiers qui sont envoyés en JSON sont traités dans la demi-journée parce qu'on a flagué ce sujet-là, parce que normalement, ça va aller plus vite. Oui. Côté analyse, ouais, exactement. Bien sûr. Et on produit notre propre dashboard. Voilà. D'accord. Tu retravailles. Voilà. Mais vu qu'on a la donnée, on a la donnée réelle certifiée des banques, on a nos outils, on a par API implémenté nos outils qui permettent finalement d'avoir la vision directe et donc qui nous permet d'aller plus vite pour répondre plus vite et transformer des dossiers plus rapidement pour nos distributeurs. Bien sûr, oui. Ok, merci beaucoup Julien. Guillaume, quels sont les retours que tu as pu observer de la part des clients de Creatis, des clients courtiers de Creatis suite à l'adoption de ces nouveaux outils? Toute aide qu'on leur apporte ou toute aide qu'ils nous apportent, c'est vraiment... c'est dans les deux sens? C'est vraiment dans les deux sens. Okay. Et la complexité reste quand même dans la multiplication des nouvelles technos qui sont utilisées d'une certaine manière à droite et qui sont utilisées d'une autre manière à gauche. Et comment réussir à faire un parcours simple derrière, c'est une des grandes difficultés qu'on a aujourd'hui, de réussir à faire tout converger, un peu ce que disait tout à l'heure Frédéric en disant il y a de l'OCR, il y a de l'open banking, et on fait tout converger dans un seul outil. Et pour les conseillers, on ne peut pas non plus démultiplier le nombre d'outils qu'ils peuvent utiliser, parce qu'à un moment donné, il y a une certaine forme de saturation. Et donc il faut faire attention à ça, parce qu'entre la lecture optique de tous les documents, entre les contrôles qu'on est capable de faire, entre les relevés de compte qui sont traités électroniquement ou qu'il faut faire à la main, entre les différents produits qu'il faut gérer, la tâche du conseiller est pas si simple. Et pas si simple, ouais. Ok. On évoquait tout à l'heure justement ce côté, il faut que les courtiers et les banques progressent ensemble dans le même sens. Frédéric, est-ce qu'aujourd'hui, toutes les banques RAC acceptent le recours à l'open banking dans la transmission des pièces? Non, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que nous, on a fait le choix, quand on a commencé notre réflexion sur le sujet, de partir sur une techno d'OCR. Ok. Maintenant, on est quand même en utilisateur d'Algone depuis l'automne. Et ça nous permet notamment, je reviens sur ce que disait Younes tout à l'heure, là où c'est très puissant, c'est lorsqu'on a des clients qui ne sont pas finançables à l'instant T, mais dont on estime qu'ils pourraient l'être ultérieurement. Donc là, on lance des actions d'accompagnement de ces clients-là, on les accompagne, on les coach. Et cet outil-là est effectivement extrêmement puissant pour justement piloter le plus finement possible et avec le plus de réactivité possible ces accompagnements-là, parce que tout simplement,
On n'a pas à appeler le client pour prendre des nouvelles et qu'il nous envoie son relevé bancaire du dernier mois. Ben, le client il n'est pas forcément joignable. Et puis oui, je vous l'envoie, mais en fait, il n'envoie pas tout de En suite. fait, il oublie, enfin, ouais, il est passé. Donc ça, je fais partie d'accompagnement, qui est vraiment au cœur de notre mission. C'est vraiment un outil qui est très très puissant. Est-ce que c'est aussi un outil qui permet de se démarquer de la concurrence? Parce qu'on sait, le RAC est malgré tout un marché concurrentiel. Il paraît. Il paraît. Effectivement, on va dire que tout ce qui permet d'être plus rapide, plus pertinent, plus réactif, prédictif, tout ce qui permet d'être un petit peu meilleur que ce qu'on était hier, ben, il faut le prendre parce que ça nous permettra de gagner du temps dans le commerce, dans la relation client, dans la mise en œuvre de notre expertise. Voilà, donc tout ce qui nous permet à nouveau d'être meilleur que ce qu'on était hier, bah, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Il faut y aller, quoi, oui. Et alors, justement, comment ça se passe? Je suis courtier, IOB, je souhaite recourir à l'outil Algone. Comment se passe l'onboarding, en fait? Alors, il y a plusieurs typologies de clients, on va dire de courtiers, des petits, des grands courtiers, des courtiers qui ont des moyens pour... et c'est un projet vraiment important, donc il y a une intégration informatique versus un petit courtier qui, lui, est tout seul. C'est pas péjoratif, hein, quand on... Oui, non, oui, bien sûr. On est d'accord. Il n'y a pas, par exemple, un département informatique, il n'y a pas les ressources. DSI, voilà. y a pas. Exactement. Okay. Donc, nous, on s'est adapté, on propose des solutions, quelle que soit, on va dire, la taille du client, quelles que soient les spécificités. Donc, Algone, aujourd'hui, est un acteur technologique qui permet de récupérer la donnée brute avec le consentement du client. Donc, pour ça, il faut être... PSIC, donc prestataire de services d'information sur les comptes, et donc c'est un enregistrement auprès de la CPR, donc chose dont Algone dispose pour pouvoir faire ou proposer ce service. Donc il y a cette brique-là qu'on propose à nos clients, donc ils peuvent l'intégrer dans un parcours digital s'il y a un parcours digital, mais s'il n'y a pas de parcours digital, on peut aussi leur donner ce qu'on appelle une offre packagée, un outil, le dashboard, il permet directement de mettre le numéro de téléphone du client final, l'adresse mail, et en fait ça fait partir un SMS ou un mail qui l'invite à agréger ses comptes. Donc l'onboarding, il est vraiment selon le client qu'on a en face, mais aujourd'hui, on permet de faire l'agrégation brute pour récupérer la donnée brute Open Banking. On a aussi des solutions pour récupérer les PDF, soit client facing, donc le client va recevoir aussi un lien sur lequel il va aller télécharger les relevés, ou si le courtier ne veut pas changer son process, c'est-à-dire il reçoit déjà par email les relevés, on est aussi capable d'équiper les conseillers tout simplement pour faire un drag and drop des relevés bancaires, et donc direct derrière, nos algos vont tourner pour vérifier la cohérence, vérifier un certain nombre de choses et restituer l'analyse de solvabilité avec tous les indicateurs. Donc l'onboarding, il est assez simple entre guillemets. Il y a une formation qui peut se faire notamment pour les courtiers qui veulent une solution plug and play. D'accord. Voilà, directement sur étagère. Ouais. En fait, une simple formation d'1 heure en général pour expliquer comment on accède à l'outil, comment on l'utilise, comment on le configure et comment on lit la restitution des informations. Donc ça, c'est pour l'offre packagée. Et bien évidemment, quand c'est un projet de plus grande envergure, il y a l'API. C'est le cas d'un certain nombre de clients, et notamment avec CFCAL, où il y a des discussions. Ils comprennent un petit peu la nature de la réponse de notre API technique. Ils veulent que ça soit signé, donc on a aussi une signature, donc pour déchiffrer de leur côté que entre le moment, encore plus en fait, ça sécurise entre le moment où la personne a donné accès à ses comptes, on a enrichi, on leur envoie ce fichier-là. Le fichier, il n'a pas été touché, il n'a pas été modifié entre-temps, même si quelqu'un d'autre l'ouvre, etc. Si jamais il y a un changement, la signature, elle est KO et donc elle ne passe pas. Donc là, ça prend un petit peu plus de temps parce que justement, c'est un niveau d'intégration un peu plus poussé, un peu plus technique. Donc c'est comme ça, c'est les deux façons on va dire, d'onboarder un client, soit avec une solution sur étagère, soit un projet un peu plus intégré au niveau du SI du courtier ou du financeur. D'ailleurs, et là-dessus, voilà, il faut un petit peu de ressources, pas beaucoup non plus, parce que l'API, elle est très simple et il faut l'intégrer pour avoir cette réponse-là et l'interpréter derrière. Bien sûr, oui. Merci beaucoup, Younes.
Guillaume, avec l'arrivée donc de tous ces outils, concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans la manière d'instruire un dossier de regroupement de crédit côté banque, en pratique, vraiment dans le concret? En pratique, aujourd'hui, on utilise donc lecture optique. On Ouais. va commencer l'open banking dans, à mon avis, une semaine ou deux. Oui, c'est imminent. Hein, C'est ouais, imminent. Et puis après, on utilise aussi l'IA. Ok. Une chose qui est importante, c'est que les collaborateurs et les clients voient la nouvelle technologie dans leur vie personnelle. Et donc, quand on prend l'IA, quand on voit ce qu'on est capable de faire dans notre vie perso, la simplicité de la vie perso doit se retrouver dans la simplicité de la vie professionnelle. C'est pas faux. Et donc, par exemple, on va lancer aussi des tests sur le conseiller qui va plutôt lire le commentaire qu'il a envie de marquer sur le dossier. Et de temps en temps, on a des petits pavés. Et en fait, le fait de les lire, eh ben, on enlève un irritant qui est de taper un texte compliqué avec beaucoup de chiffres, etc. Et on se trompe beaucoup moins en parlant qu'en copiant. En écrivant, finalement. Et donc là, il y a tout un gain. Et donc c'est vraiment quelque chose, c'est un gain phénoménal partout. Pour le collaborateur, c'est du bien-être. Pour l'entreprise, c'est de la productivité et de la fiabilité. Et pour le partenaire et le client, on a parlé tout à l'heure, c'est essentiellement de la rapidité. Et potentiellement, grâce à de la meilleure discrimination, comme le disait Julien, ça permet d'accepter plus. Ouais. Puisque si on a de meilleures data, eh ben on acceptera mieux. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient très fréquemment dans ta bouche, dans celle de Julien, le fait d'accepter plus et mieux des dossiers. Complètement. Tu confirmes, hein, Julien, effectivement. Est-ce qu'il y a encore d'autres outils comme ça qui vont arriver dans les prochains mois, les prochaines années, qui vont encore plus aller dans ce sens? Je pense qu'on est qu'au début d'un gros changement quand même Ouais. de paradigme sur le digital au sens large. Tu disais, vous parliez d'IA, je pense que tout le monde a des réflexions sur ces sujets-là. C'est Tu clair. parlais de canaux de distribution, pourrait y avoir d'autres canaux de distribution avec ces nouveaux agents IA. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que le monde du RAC, c'est quand même un monde de partenariat, d'humain, entre le distributeur, le client et la banque. Ouais. Et je trouve que ce qu'on essaye de faire, et c'est ce qu'on constate, c'est que on veut donner des outils, notamment à nos salariés, pour pouvoir mettre encore plus d'humain dans la relation avec le partenaire, pouvoir plus l'appeler, de pouvoir plus finalement prendre de hauteur et donner finalement plus d'intérêt à leurs travaux, parce que finalement, il y a quand même une décision sur un besoin d'un client. Souvent, c'est des gens qui sont peut-être mal endettés, donc on les accompagne aussi via des solutions pour augmenter leur reste à vivre. Donc c'est quand même ça aussi Oui, c'est pas mission. neutre comme Voilà. mission. Ouais. Et que cette thématique-là, elle est faite grâce aux courtiers, et que le fait de finalement se mettre plus de prédictibilité grâce à la qualité de la donnée, on va pouvoir plus s'appeler si jamais il y a, parce qu'il n'y a pas que les relevés de compte dans les analyses des dossiers, bien entendu. Aussi Et donc se d'autres- focaliser Ouais. en disant les relevés de compte, tac, en 30 secondes, on est capable de dire il n'y a pas de problème, on y va. Mais attendez, il y a un changement de situation, d'adresse, enfin peu importe, peut y avoir des sujets à valeur ajoutée qui doivent être portés par l'humain. Et c'est ce qu'on souhaite avec ça, en intégrant toutes ces nouvelles technologies, y compris l'open banking. Ok. Frédéric, pareil, l'IA, c'est quelque chose qui commence vraiment à prendre de la place chez toi, avec tes équipes? Ouais, beaucoup. Après, derrière le mot IA, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se cachent, ouais. C'est à la fois l'IA pour que les équipes informatiques développent mieux et plus vite. C'est l'IA pour aider les collaborateurs dans la rédaction des notes qu'elles envoient aux banques, dans la rédaction des emails qu'elles envoient. C'est l'IA comme techno de base pour un simulateur. Donc en fait, quand on parle d'IA, c'est beaucoup, ça a beaucoup d'endroits, et chacun, quand on dit le mot magique IA, chacun peut l'interpréter d'une façon un petit peu différente. Donc, voilà. Nous, en tout cas, on essaye de prendre en compte, et à nouveau à la fois pour la tech, pour le rédactionnel et puis pour les outils. Ok. Ça veut dire aussi de la formation auprès des collaborateurs, justement, pour leur apprendre à maîtriser. Alors, les choses vont assez vite, mais il y a 1 an, par exemple, on s'est rendu compte dans l'entreprise qu'il y avait il y avait plein de questions sur
finalement, qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec de l'IA, qu'est-ce que j'ai pas le droit. Ouais. On est dans une profession réglementée, on traite des données clients extrêmement sensibles. Ouais, pour le moins. Ouais. Et donc effectivement, on a dû, on va dire, prendre un petit peu de hauteur et prendre le temps de cadrer les choses pour justement être propre et être très clair sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà. Donc, une des façons dont on l'a résolu, c'est que en fait, on a développé donc, différents agents qui sont intégrés dans nos outils. Donc, nous, on travaille avec Teams. Okay. Et donc, on a, par exemple, pour faire les simulations, on a un collaborateur qui s'appelle Amy, en l'occurrence, et donc on lui rend le numéro de dossier. Donc, c'est intégré dans Teams. Enfin, pour l'analyse des conversions téléphoniques, on a un autre collaborateur qui s'appelle Catherine. Okay. En fait, du coup, on a encapsulé tout ça dans Teams. Pour tout ce qui est générationnel, on a Léonard, qui est aussi un collaborateur dans Teams. Et donc, on a encapsulé dans nos outils pour qu'ils n'aient pas justement nos collaborateurs à aller sur un outil ou un autre externe. Ok. Chez Creatis, est-ce que vous avez aussi développé des agents, des collaborateurs dopés à l'IA? Par exemple, alors, on n'a pas fait ça. Par contre, on a fait le book des normes via l'IA. Donc en fait, notre book des normes, pour faire simple, c'est 250 pages de normes à connaître pour les conseillers. Fois 8 banques, hein, donc on arrive à pour tous les 6 cases. Et donc, quand on avait une question, parce qu'on avait un doute, on faisait référence à ce PowerPoint. Puis on essayait de regarder, essayer de trouver, on ne trouvait pas forcément, ou on ne trouvait pas forcément la totalité. Là, aujourd'hui, on pose une question en langage parlé, et c'est un agent IA qui nous répond. D'accord, qui va aller fouiller, en fait, qui va donner la réponse, et en plus, il va la donner de manière normalement plus fiable, et on a des taux de fiabilité de 95%, et puis tellement plus rapide, et puis on le sait tous, c'est toujours vraiment ennuyant de se prendre un pavé de 250 pages, et même électroniquement, c'est pas la chose la plus agréable à faire. Bien sûr, ouais. Ok, merci beaucoup pour ces éléments. On approche doucement de la fin de cette émission. Si en 3 mots, vraiment 3 mots, allez, 3 phrases, chacun votre tour, vous pourriez résumer tout ce que ces nouveaux outils ont déjà apporté et surtout tout ce qu'ils vont apporter de nouveau au marché. Est-ce qu'on commence par toi, peut-être? Oui, on peut. Moi, je pense qu'il y a... ce qui est bien avec la technologie aujourd'hui, et maintenant, là, en 2026, c'est que la technologie devient accessible. Donc, premier terme, c'est accessible parce que, je disais tout à l'heure, petit courtier, mais encore une fois, ce n'est pas péjoratif, c'est vraiment petite structure, etc., peut bénéficier, voir les bénéfices de l'open banking, de l'OCR, etc., très rapidement parce qu'il n'y a plus besoin de beaucoup de ressources, etc., pour mettre ça en place. Flexible aussi parce que nous, on travaille avec un certain nombre de courtiers et par exemple, le business model a bien évolué. Là, on peut aussi être sur un business model au dossier, pas forcément de débourser des sommes importantes pour bénéficier de la technologie. Ça devient très, très flexible, notamment pour adapter le coût au volume. Et puis, instantané également, je parlais tout à l'heure de l'offre packagée, c'est quelque chose qui peut se mettre en place rapidement pour que tout le marché puisse bénéficier. On parlait tout à l'heure du fait que les courtiers avancent en parallèle, en même temps que les financeurs, c'est important. Et en fait, le marché il est beaucoup plus fragmenté que ça. Il y a les petits courtiers, les grands acteurs, et pareil pour les financeurs. Donc, tout le marché puisse avancer et donc la technologie devient instantanée en 2026. Donc, voilà. Merci beaucoup. Même question pour toi, Julien, en quelques mots. Quelques mots, ça va être difficile, mais non, j'ai parlé d'industrialisation et de prédictibilité. Je pense que voilà, on est dans un marché concurrentiel et où il faut qu'on soit aussi qu'on utilise nos ressources à bon escient. Donc ça permet aussi d'économiser nos ressources pour créer plus de valeur sur l'ensemble de la chaîne. Et quand je dis chaîne, c'est client, courtier, banque. Voilà, parce que c'est l'intérêt client, on parlait du client final, c'est important de le rappeler. Deuxième élément, c'est rapidité. Voilà, je pense que c'est vraiment primordial, cette instantanéité. Est-ce qu'on va aller jusqu'à l'accord automatique un jour, voilà, dans le monde du RAC? Voilà, c'est un sujet. Pour une vision un peu plus long terme sur certains produits. Voilà.
Et le dernier, je l'ai évoqué sur ta dernière question, c'était l'humain. Voilà. L'humain. Je pense Ouais, que ouais. ces outils-là, et notamment c'est la thématique, c'est pas l'IA mais l'open banking aujourd'hui, ça doit permettre de mettre l'humain au centre et comme je l'ai dit, sur toute la chaîne, le client, le partenaire et la banque. Et la banque, oui, bien sûr. Merci Julien. Frédéric? Moi, je suis dans ce que dit Julien, c'est-à-dire Ouais. que nous, le but de notre démarche, c'est de gagner du temps, de la réactivité, de la pertinence pour réinvestir ce temps-là dans la relation avec le client, dans les discussions avec les partenaires bancaires et dans la mise en œuvre de notre expertise. Donc c'est assez simple conceptuellement. Après, c'est pas évident et à nouveau, je mettrais deux choses qu'il faut vraiment avoir en tête dans ce type d'initiative. La première, c'est de ne pas sous-estimer la complexité dans le développement de l'outil pour injecter dans le CRM, dans l'outil de travail. C'est là où il y a la complexité. Et la deuxième complexité, plus dans la mise en œuvre, là, à nouveau, c'est dans l'accompagnement des collaborateurs, parce que la remise en question et de travailler d'une façon différente, c'est indispensable. On n'a pas tous ces gars-là si on ne change pas de façon de travailler. Et c'est là tous les enjeux qui nous attendent. Ok. Merci beaucoup. Même question pour toi, Guillaume. Exercice compliqué, effectivement. Tu n'as pas le droit de répéter ce qu'on a dit. Moi, je vais faire simple. Je vais dire que c'est gagnant. Okay. Donc ça rebondit sur ce qu'a dit mes illustres confrères. Bien sûr. Gagnant pour le collaborateur parce que c'est un vrai gain de simplicité, c'est un vrai gain de confort, c'est un vrai gain de bien-être. C'est gagnant pour l'entreprise, pour sa fiabilité, c'est pour sa productivité. Et puis c'est gagnant pour le client, puisque le client aura une meilleure réponse plus vite. Et donc ça rejoint toutes ces thématiques, ça rejoint les thématiques de l'humain. L'humain sera toujours au centre. Au centre d'un... Ouais. Au centre. Ok, super. Alors pour nos amis qui sont dans le public, vous pouvez poser vos questions via le chat. Il y a déjà les premières questions qui nous sont parvenues. La première, est-ce que les partenaires bancaires sont prêts à accepter uniquement ces formats électroniques et du coup de ne plus demander des relevés de compte papier, entre guillemets? Je pense qu'on n'est pas loin, on n'est pas loin de Pas ça. loin, ouais. On n'est pas loin de ça. Maintenant, à partir du moment où on sera en capacité d'accepter la solution open banking, l'ossarisation est en place. On n'est pas encore super performant sur les PDF non natifs, donc ça, on va bientôt y être. Après, on aura tout le panel. On sera en capacité d'accepter du papier, on sera en capacité d'accepter de l'ossarisation via PDF natif ou non natif et l'open banking. De toute façon, il faut être en capacité de tout accepter. Il y a un petit complément. Si la question était de dire, si on envoyait un JSON, est-ce qu'on a besoin d'envoyer les relevés papier? La réponse est non chez CFCL. On a besoin uniquement du fichier JSON pour statuer sur le dossier. Mais à date, c'est une minorité de banques qui sont allées aussi loin. Qui sont allés aussi loin. Ouais, et c'est ce qu'on dit tout à l'heure sur le fait qu'il faut que tout le marché avance. D'où l'intérêt de pouvoir reconstituer peut-être les relevés de compte avec Algone et que les partenaires bancaires finalement puissent accepter ces relevés. Alors du coup, ça amène à une autre question qui est un petit peu complémentaire de cette première. Existe-t-il un outil qui soit utilisé par tous les partenaires bancaires? Et sinon, comment faire pour utiliser les mêmes outils? C'est la complexité. C'est toute la difficulté. Notamment les plus grands courtiers ont développé leurs propres solutions. Ouais. Frédéric a montré la sienne, a évoqué la sienne. D'autres partenaires courtiers ont développé aussi leurs propres solutions. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne pouvait pas demander aux conseillers d'un partenaire bancaire d'aller une fois sur le système du courtier numéro 1, une autre fois sur le système du courtier numéro 2. Ouais. Cette histoire d'uniformisation est cruciale. C'est un vrai enjeu. L'uniformisation, en tout cas, le JSON est un format réglementé, structuré. Donc, si on se réfère juste à la réglementation et on va dire à la structure réglementée des JSON, ce format serait utilisable par l'ensemble des partenaires. Ça doit être un format universel, vraiment. Voilà, format universel. Mais je reviens sur ce qu'on a dit, c'est que on n'y est pas encore. On doit avancer tous en même temps et qu'une fois que, je pense, le déclic, l'ensemble des partenaires bancaires acceptera les JSON, ce sera peut-être aussi plus simple. Bien sûr. Pour les partenaires d'investir, parce que ce n'est pas gratuit, c'est un coût d'investir là-dessus. Mais
à terme, avec les nouvelles générations, avec les nouvelles habitudes et la sécurisation quand même, parce qu'il faut quand même On revient à cela, quand même. réinsister sur la sécurisation. Le sujet du JSON sécurise tout le monde. Les apps bancaires sont sécurisées. Voilà, il faut bien avoir conscience que DSP2 aussi aide à, on va dire, rendre plus accessible et acceptable l'acceptation de l'open banking. Puis, si on parle de réduction de l'effort client, parce que le client, c'est toujours plus simple partout, et pas simplement chez nous, hein, ailleurs, dans d'autres pans de l'économie, tout se simplifie. Et donc, on ne peut pas imaginer sur le long terme que le client va donner son open banking, c'est un effort pour lui de donner ses codes bancaires, et derrière, donner en plus ses relevés de compte papier, parce que vous comprenez, monsieur le client, mon partenaire financier, il n'accepte pas l'open banking. C'est absolument pas tolérable. Pas tolérable, bien sûr. Et ça met moins d'efforts de mettre l'agrégation que d'aller dans chacun des comptes bancaires, télécharger le PDF, etc. Enfin, voilà, je pense en termes d'effort, on est tous alignés, c'est que l'effort est moindre pour faire de l'open banking que de chercher ses comptes, que d'aller chercher papier dans son classeur. C'est juste l'effort psychologique qui est pas si Exactement. simple. Est-ce qu'on observe encore, Frédéric, des freins à l'adoption, que ce soit côté client ou côté collaborateur aussi? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est illusoire de penser qu'une telle transformation se joue en quelques mois. Ouais. Donc, C'est cette conduite du changement que tu évoquais. oui, et puis il faut respecter le temps. C'est-à-dire que dans un bureau, on réfléchit, on dit bah, tiens, ça serait pas mal d'avoir un outil qui fait ça, ça, ça. Ok, on y va, mais derrière, dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Donc, il faut respecter le temps et il faut accepter que les choses ne vont pas aussi vite dans la vraie vie que dans une tête, quoi. Donc, on imagine des modèles, on les met en œuvre, et derrière, effectivement, ça met du temps. Ça met du temps chez les clients et chez les collaborateurs. C'est bien la question est bien formulée parce qu'il y a les deux aspects. Il y a les deux aspects, ouais. Après, entre partenaires, vu qu'il y a une concurrence quand même aussi entre partenaires, si des partenaires vont plus vite parce qu'ils font l'open banking versus un autre partenaire, bien sûr. ça veut donner aussi encore plus envie de dire bah, moi je sais que j'ai la techno fournie par Frédéric, j'ai déjà un avantage concurrentiel sur les autres. Et c'est pour ça qu'on investit, c'est pour ça qu'on forme les collaborateurs, c'est pour ça qu'on s'engage avec une certaine force dans cette direction-là, parce qu'on est convaincu qu'il faut y aller, et de toute façon si on n'y va pas on sera mort demain, parce que le monde bouge. Mais effectivement, il ne faut pas sous-estimer la difficulté de mise en œuvre. Mais comme dans tout projet de transformation, dans n'importe quelle entreprise, on puisse imaginer. C'est une des questions que nous avons aussi, hein, c'est le coût et le retour sur investissement. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être mesuré, qu'on soit distributeur, qu'on soit financeur? C'est extrêmement compliqué. La question est ultra pertinente. Ouais. Et généralement, on a l'habitude de dire que ce qu'on n'arrive pas à mesurer, c'est pas très bon signe. Ah oui. Tu as un gain, je crois, oui, mais je ne sais pas trop combien. Allez, à vue de nez, il y en a un. Si on n'est pas capable de le mesurer, c'est pas bon signe. Donc ceci étant dit, aujourd'hui, notre outil est pas. Je ne vais pas avoir la prétention de dire qu'il est abouti, fini, déployé à 100%, etc. On est encore dans une phase d'amélioration. Donc, par exemple, je sais pas, moi, sur le relevé bancaire, il y a des tableaux en bas avec les annexes, des frais annexes, etc. Ça, on est encore en train de travailler dessus. Il peut y avoir plusieurs périodes sur un même relevé. Donc, il y a quand même des complexités. On est encore en train de travailler dessus. C'est évident qu'il y a des gains sur la gestion des comptes à compte, sur l'identification des comptes cachés, sur le fait de remplir toutes les données sur les crédits, etc. Donc il y a plein de gains. Aujourd'hui, pour répondre à la question, on ne les a pas mesurés. Et donc je ne sais pas dire combien de minutes. Quantifier à la minute. Et puis ça dépend du dossier, parce qu'il faudrait prendre 50 dossiers avec toute la diversité des dossiers. Un dossier avec 17 comptes, un dossier avec 2 comptes, etc. Donc on n'a pas encore fait ce travail-là de mesure, mais clairement il faudra le faire. Parce que c'est comme ça qu'on se challenge et c'est comme ça qu'on se fixe de nouveaux objectifs. Et il y a plusieurs choses à mesurer, c'est-à-dire que là c'est la mesure du temps de quelqu'un qui... d'analyse, de la transformation, versus, etc., de la de la transformation. pertinence. Et je reviens sur ce que j'avais dit sur les sujets des gens qui sont un peu plus sur le terrain, qui apportent des dossiers. Là, la mesure du temps aussi commercial. Alors moi j'ai un modèle salarié.
Donc, j'ai pas tout à fait la même problématique. Mais je comprends ce que tu veux dire, évidemment. Mais effectivement, chaque modèle va aller chercher son gain. Considération différente. Ouais. Exactement. Ok. Un dernier mot, peut-être pour toi, Guillaume, puisque tu évoquais tout à l'heure le fait que l'open banking et tous les outils que nous avons évoqués permettaient aussi de mieux respecter le poids de la réglementation, de mieux appréhender en tout cas le poids de la réglementation. On a beaucoup parlé de DSP2, qui est la réglementation actuelle. Il y a DSP3 qui se profile à l'horizon. Est-ce qu'on sait déjà ce que ça va amener comme renforcement en termes de sécurisation des données Je crois qu'on n'a pas encore tout digéré de la DSP2. Ok, il y a encore des choses à digérer. Ouais. Notamment à prendre Algon au niveau de l'open banking. Ouais. Et puis il y a d'autres contraintes réglementaires qui arrivent. Et toute la nouvelle technologie doit nous permettre, là, actuellement on a la DCC2 notamment qui arrive en application en novembre. Et donc à chaque fois, de toute façon, chaque nouvelle réglementation, on l'aborde d'un point de vue technologique aussi. Bien sûr, oui. Okay. Juste un mot là-dessus, DSP3 pour moi c'est la maturité de l'open banking, c'est la phase de maturité de l'open banking. Donc la DSP2 a permis de mettre les fondations pour l'open banking. On va dire de lancer, Voilà, de démocratiser lancer. finalement. Et avec DSP3, il y a aussi le règlement FIDA qui va arriver. Donc aujourd'hui ça couvre principalement les comptes courants. Demain on pourra avoir les accès de manière sécurisée aux comptes épargne, aux comptes assurance, aux investissements du client. Donc ça permet de mettre en valeur toute la situation financière, patrimoniale du client. Et donc ça, c'est très intéressant et c'est quelque chose qui va venir progressivement. Je pense, oui, dans les 2 années à venir, on va voir le champ des possibilités qui va s'élargir avec la DSP3. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment une conversation passionnante. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec vous cet après-midi. J'espère que nos auditeurs aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et on se dit à très bientôt. Merci, messieurs. Merci. Merci, plaisir. Merci.